Salut à tous, je viens de passer un mois en Russie. Ça a l'air d'intéresser du monde, donc je me suis dit je vais faire une vidéo pour vous expliquer comment je me suis rendu sur place, qu'est-ce que j'ai vu là-bas, quelle est la situation et que pensent les Russes de la guerre en Ukraine. De fin avril à fin mai, je me suis donc rendu en Russie. Alors, la première question qu'on m'a posée ici, c'est pourquoi est-ce que tu vas en Russie, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Premièrement, je suis russophile, je suis passionné par la culture russe. Mais deuxièmement, j'ai des amis moscovites qui m'ont invité à aller visiter en Russie. Par politesse, c'est mon éducation, je ne refuse jamais une invitation. Et puis c'était le challenge aussi, j'étais curieux de voir ce qui se passait là-bas, quelle était vraiment la situation derrière ce nouveau rideau de fer, cette fois mis en place par les Occidentaux plutôt que par la Russie. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et d'ailleurs pour l'anecdote, à mon retour, je suis allé boire un verre avec un ami qui travaille au ministère des Affaires étrangères, donc il devrait être au courant. Et je lui ai dit, bah tu vois, je viens de passer un mois en Russie. Et il m'a dit non, c'est pas possible. Je lui ai dit, bah si, je viens de passer un mois en Russie. Il m'a dit non, c'est pas possible. Bon, bah la conversation s'arrête alors. Progressivement, je lui ai expliqué. C'est vrai que c'est strictement déconseillé par le ministère des Affaires étrangères de s'y rendre, mais c'est pas impossible. Qu'est-ce qui s'est passé? Les liaisons aériennes directes depuis l'Europe et les États-Unis vers la Russie ont été coupées. Donc si on veut se rendre en Russie, c'est très simple, il faut passer par un pays de transit. Les plus proches de l'Europe, c'est la Serbie, la Turquie et les pays du Golfe. On peut passer par d'autres pays, mais ils sont plus loin, et donc bien sûr le billet d'avion va coûter beaucoup plus cher. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai pris un billet d'avion Paris-Istanbul, je suis passé par la Turquie, j'ai passé une nuit à 30 € dans un hôtel à côté de l'aéroport, et le lendemain matin, j'ai pris mon vol d'Istanbul vers Moscou. Donc ça c'était assez facile. D'ailleurs, ça me fait penser à la période Covid. Je me souviens qu'en février 2021, c'était pareil, strictement déconseillé de se rendre à l'étranger. Mais je me souviens que pendant que la France était confinée, pendant qu'il était interdit de se déplacer d'une région à une autre, moi avec des amis, j'ai pris un billet d'avion et je suis parti en Espagne, aux Canaries, et l'avion était vide d'ailleurs. Je me souviens, ça nous a coûté 18 €, on était 3 dans l'avion et l'hôtesse n'a même pas fait les démonstrations de sécurité, elle nous a dit bah asseyez-vous où vous voulez et puis elle s'est mise sur son Instagram. Donc en fait c'est strictement déconseillé, mais c'est possible. Non, les vraies difficultés que j'ai rencontrées, c'est numéro 1, l'obtention des visas, et numéro 2, la question de l'argent. Pour l'obtention des visas, c'était évidemment très compliqué, parce que fin avril, la France a expulsé des diplomates russes de France, et ce sont ces diplomates russes qui valident l'obtention du visa. Moi, je m'y suis rendu à l'ambassade, j'ai fait ma demande de visa, et la nana à qui je discutais là-bas m'a dit bon bah voilà, il y a une incertitude, les diplomates russes ont été expulsés, donc on ne sait pas si on va pouvoir vous délivrer votre visa. Et c'était un vrai problème pour moi parce que je lui ai dit non mais écoutez, moi j'ai pris mes billets d'avion, le voyage est organisé, il faut que j'ai le visa. Et donc bon, par une discussion et une petite compensation financière, elle a pris ma demande et elle l'a mis en haut de la pile en attente. Donc 2 jours après, j'ai obtenu mon visa, c'était fait. Et ensuite, par contre, c'est posé la question de l'argent. Comme vous savez peut-être, les vagues de sanctions qui ont été mises en place par l'Occident à destination de la Russie incluent le débranchement des banques russes du système de paiement international SWIFT et les géants éditeurs de cartes bleues, Visa, Mastercard, mais aussi Apple Pay, Google Pay, se sont retirés de Russie. Ce qui veut dire que, en tant qu'étranger, avec ma carte Visa, carte bleue ou Mastercard émise en France, je ne peux pas payer en Russie. Alors les Russes peuvent payer en interne en Russie parce que le système financier russe a mis en place depuis les premières sanctions datant de 2014 et de l'annexion de la Crimée à la Russie. Ces systèmes financiers ont mis en place un système de paiement alternatif qui s'appelle MIR, qui marche très bien et qui permet aux cartes Mastercard et Visa reliées à ce système de payer en Russie. Donc les Russes n'ont pas eu de problème à ce niveau-là. Et d'ailleurs, ils ont mis en place des systèmes de paiement assez révolutionnaires. C'est le futur, littéralement, là-bas. On peut payer par reconnaissance faciale ou on peut payer avec son numéro de téléphone. C'est une sorte de Lydia nationale. Vous donnez votre numéro de téléphone au commerçant, vous prenez le numéro de téléphone du chauffeur de taxi, vous prenez le numéro de téléphone du chanteur dans la rue et vous pouvez lui faire un virement d'une petite somme ou d'une grosse somme. Donc c'est assez facile. Par contre, pour un étranger qui a une carte émise en France, carte bleue, carte Mastercard, on ne peut pas payer en Russie. Donc ça, c'était un gros problème. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû y aller avec des mallettes de cash et les convertir en roubles sur place pour payer. Bien sûr, une fois sur place, la question se pose des paiements en ligne. Lorsqu'on veut acheter un billet d'avion, un billet de train, comment on fait? Heureusement, j'avais des amis qui avaient des cartes bleues, qui fonctionnaient en Russie et qui ont pu m'aider, prendre les billets et je les remboursais en cash.
On peut aussi se rendre dans une banque russe en Russie et demander l'émission temporaire d'une carte reliée au système de paiement russe qui va vous permettre, après dépôt d'argent, de payer vos dépenses en Russie avec ces cartes bleues. J'ai aussi eu la chance d'assister au défilé militaire du 9 mai, qui célèbre la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945. Ça a lieu le 9 mai en Russie parce que, pour l'anecdote, la capitulation a été signée à Berlin le 8 mai 1945 au soir, mais c'était déjà le 9 mai en Russie. J'ai pu assister aux présentations de diverses armes. C'était très impressionnant, surtout dans le cadre de la guerre en Ukraine. J'ai aussi eu la chance d'assister au défilé du régiment des Immortels. Qu'est-ce que c'est? C'est une manifestation civile et populaire qui rassemble des millions de Russes rien qu'à Moscou, parce que ça a lieu dans toutes les villes de Russie. À l'origine, c'était une initiative privée et organique. Aujourd'hui, c'est institutionnalisé. Et on peut voir donc les manifestants qui brandissent des pancartes avec le portrait de leurs parents et grands-parents morts pendant la guerre. Contrairement aux manifestations collectives et nationales ici en France, comme le 14 juillet, la Coupe du Monde, je dois dire que c'était très différent parce que le sentiment là-bas est un sentiment de recueillement, de commémoration. D'ailleurs, tout au long du parcours à Moscou, on peut entendre des musiques tristes, mélancoliques. C'est-à-dire que les gens sont contents d'être là, ils sourient, mais mine de rien, ils sont pas en train d'exulter ou de se rouler par terre ou de sauter sur les autobus. Donc c'était plutôt impressionnant. Et d'ailleurs, ça rassemble toute la société civile russe. On peut trouver des gens de gauche, de droite, donc par-delà les clivages politiques, des pro-Poutine, des anti-Poutine, pour la guerre, contre la guerre. Très impressionnant. J'ai aussi eu la chance de rencontrer du monde dans les environs de Moscou. Je me suis rendu dans le Caucase, je me suis rendu sur les bords de la mer Noire à Sotchi. D'ailleurs, avant la guerre, un vol entre Moscou et Sotchi prenait 2 heures. Maintenant, à cause de la zone d'exclusion aérienne qui est au-dessus de l'Ukraine, qui est au-dessus du sud de la Russie, on est obligé de faire un détour au-dessus du Kazakhstan, de longer le Caucase pour atterrir à Sotchi. Bon, c'est un peu chiant, mais c'est un moindre mal. Il vaut mieux ça que se prendre un missile. J'ai aussi été très impressionné par la résilience et la santé de l'économie russe. Après les vagues de sanctions très violentes mises en place par l'Ouest contre la Russie, on aurait dû voir, et c'est ce à quoi beaucoup d'analystes s'attendaient, un effondrement de l'économie russe. Or, c'est pas ce qui se passait. Et c'est pas ce que j'ai constaté sur place. C'est vrai que les pouvoirs publics ont réussi à stabiliser le rouble, donc à stabiliser l'inflation. Certaines personnes que je fréquentais disaient oui, c'est vrai, l'économie est résistante pour l'instant, mais les effets des sanctions vont se faire sentir un peu plus tard dans l'année lorsque les pièces détachées venant de l'Ouest vont commencer à manquer. Dans le cadre de ce voyage, j'ai aussi l'occasion de rencontrer beaucoup de Russes et je leur ai demandé quelle était leur opinion sur la guerre en Ukraine. Premier élément, pour tous les Russes, c'est un drame absolu. Personne ne se réjouit de la guerre. L'Ukraine est un pays frère, ce sont des Slaves orthodoxes qui aujourd'hui se font la guerre et s'entretuent en Ukraine. Beaucoup de Russes ont des liens familiaux, historiques et culturels très forts avec l'Ukraine, des cousins, de la famille qui se trouvent là-bas. Par contre, il y a une légère différence sociologique entre les centres urbains, les villes et le reste du pays. C'est un peu comme Macron et les Gilets jaunes en France. C'est-à-dire qu'à Moscou et à Saint-Pétersbourg, il y a une résignation. Il y a beaucoup d'habitants qui désapprouvent et sont très critiques à l'égard de Poutine et de la guerre. D'ailleurs, le Guardian a récemment révélé que 3,8 millions de Russes avaient quitté la Russie, pour beaucoup d'entre eux pour s'établir dans des pays limitrophes comme la Géorgie, la Turquie, la Serbie. Donc ça, c'est les centres urbains. D'ailleurs, c'est ces villes qui ont vu les manifestations anti-guerre au début du conflit. Par contre, l'immense majorité du reste du pays est favorable à la guerre. Et d'ailleurs, c'est l'institut de sondage Levada qui l'indiquait très récemment. Ils ont dit que depuis le déclenchement de la guerre, Poutine a vu sa popularité augmenter de plus de 10 points pour s'établir à 85%. Et donc, toutes les sanctions occidentales qui avaient pour vocation à entraîner une souffrance du peuple russe pour le pousser à la révolte contre le gouvernement de Poutine, toutes ces sanctions, en fait, ont raté leur cible. Les dirigeants occidentaux qui ont mis en place ces sanctions ne comprennent pas la mentalité de la Russie. Et d'ailleurs, et c'est assez marrant et intéressant, beaucoup de Russes que j'ai rencontrés là-bas m'ont dit, tu sais Cyril, s'il y a une révolution demain en Russie, ce sera parce que la Russie va perdre la guerre. Si la Russie perd la guerre, le peuple russe sera dans la rue et demandera une démission du gouvernement. Parce que pour un Russe, la défaite est inacceptable. Voilà, c'est terminé. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez détesté cette vidéo,
Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas.